Eh bien, nous y voilà, de retour pour une nouvelle critique d'une Netflixerie. Donc Mhm. cette semaine, on s'occupe de Bayard Rustin. C'est un biopic américain. C'est réalisé par George C. Wolfe, qui n'est pas un réalisateur extrêmement connu, qui avait fait un film quand même néanmoins remarqué qui s'appelle Le Blues de Ma Rainey. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nam, ou si tu en avais entendu parler. Non, ça me dit rien du tout. C'était un film qui avait été assez remarqué aux Oscars, et notamment c'était le dernier film, je crois, de Chadwick Boseman, avant son décès, malheureux. D'accord. L'acteur de Black Panther. Oui, oui. Au scénario, on a Gillian Brice et Dustin Lance Black. Alors Dustin Lance Black, qui est un scénariste assez connu de biopic, notamment, il avait fait le scénario de Harvey Milk de Gus Van Sant. Et, euh, et donc là, c'est intéressant puisque Bayard Rustin est également un biopic d'un militant homosexuel. Et donc du coup, il revient avec un nouveau scénario sur ce sujet-là, en tout cas. À la musique, on a Branford Marsalis, c'est un compositeur de jazz, d'ailleurs qui a déjà travaillé avec Spike Lee et également sur le précédent film de George C. Wolfe. À la photographie, on a Tobias Schlisser, qui est un honorable directeur photo qui a commencé sa carrière, il faut bien commencer quelque part, sur Sauver Willy 3, mais qui a fait quelques films un petit peu plus sympathiques après, comme par exemple Dreamgirls, Hancock ou plusieurs films de Peter Berg. Et au montage, on a Andrew Moonshine, qui est un monteur qui a, disons, qui avait son heure de gloire un peu dans les années 80-90, et il a notamment fait le montage de Sixième Sens et du film de Sidney Lumet, À bout de course. Donc plutôt quand même Lequel? une belle équipe, quoi. Oui, j'ai oublié de parler du casting. On a Colman Domingo. Donc Colman Domingo, c'est pas forcément un acteur qui est extrêmement connu, mais si vous avez vu par exemple la série Euphoria, c'est lui qui joue Ali dedans. Et il a eu un Emmy Award pour ce rôle-là. Donc maintenant, il passe dans une dimension. Il passe dans la ligue supérieure en passant au cinéma, on va dire ça comme ça. Et Ah, on a aussi bonjour Chris Lila. Rock notamment. Bonjour Lila. Et donc voilà. Donc Bayard Rustin, de quoi ça parle? Nam, tu veux faire le pitch ou je le fais? C'est comme tu veux. Ah bah je peux le faire si tu veux. Eh ben vas-y, je te lance sur le Euh, pitch. Je rappelle donc, juste, bah, pour ceux qui nous écoutent, oui. que on fait uniquement avec spoiler, puisqu'on parle de tout le film, et donc on a besoin de spoiler les choses pour... même si c'est une histoire vraie, ma foi, je sais pas si on peut la spoiler, mais en tout cas, c'est full spoiler. Donc, Bayard Rustin, ça parle d'une période, enfin, ça se passe dans une période assez particulière des États-Unis d'Amérique, vu qu'on est en plein pendant les mouvements, comment? Les mouvements sociaux noirs américains. Oui, c'est le mouvement des droits civiques, je crois qu'on appelle ça. Oui, c'est ça, mouvement droit civique, c'est ça, chercher le terme. Et le Bayard Rustin est notamment quelqu'un qui faisait partie de l'entourage d'un certain mince, Ah, d'un certain pas Martin Luther Malcolm, King. Martin Luther King, voilà, c'est ça. C'était l'autre. Et c'est quelqu'un qui donc était très actif, notamment dans tout l'aspect organisationnel des événements, des manifestations, etc. Et qui se fait écarter. Donc ça, c'est dès la 5e minute du film, il se fait écarter de la principale association de défense des droits civiques américains à l'époque. Euh, et derrière, il va tenter de faire un dernier coup d'éclat, on peut dire, C'est ça. Un de comeback. revenir parmi les ce milieu en fait qu'il a rejeté, pour qui il a fait beaucoup. Et pour ça, ils vont décider de faire un rassemblement devant à Washington, c'est Je crois que c'est la fontaine, Le Lincoln Memorial, quelque chose comme ça. le Lincoln Memorial, c'est ça. Il me semblait bien. Où en effet, il y a pas mal de fortes images de manifestations aux États-Unis. Et même encore aujourd'hui, là récemment, il y a eu, je sais plus, un espèce de truc pro-Trump où ils n'ont pas réussi à remplir le Lincoln Memorial, enfin le L'endroit, pourtour. quoi. Le parc. Euh, et c'est vrai que depuis cet événement-là, en tout cas dont ils vont parler dans le film, c'est un peu devenu un marqueur de succès, entre guillemets, des mouvements sociaux, des revendications. Est-ce qu'ils peuvent réussir à avoir assez de gens pour remplir ce truc-là? Hmm. Euh, et donc voilà, oui, c'est le cas. Voilà. Fin du film, ils y arrivent, mais ça va pas Spoiler. se faire sans problème. Parce que le Bayard Rustin, il a deux problèmes. Le premier,
un noir aux États-Unis à cette époque-là, et en plus, il est homosexuel, ce qui, même au sein de son propre camp, va poser problème. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se fait renvoyer la première fois, quoi. Parce qu'il y a des... Bonjour. on lui prête une relation avec Martin Luther King. Coucou Geoffrey, bienvenue. Euh, donc effectivement, oui, c'est problème. Ah non, la première fois, alors d'ailleurs, euh, on apprend dans le film, alors il y a plusieurs choses plusieurs événements historiques en tout cas moi j'ai appris dans le film, et je pense que c'est aussi ton cas Nam, parce que c'est vrai que si on n'est pas familier du mouvement des droits civiques américains, c'est des choses assez nouvelles. On sait que Martin Luther King a été la figure de proue de ce mouvement, et qu'effectivement, donc là on est en 1963, et donc il va faire la marche sur Washington, et c'est là où il va prononcer son fameux discours I Have a Dream. Donc, enfin il me semble en tout cas, même si on n'entend pas il me semble Je I Have a suis Dream dedans. Je et fact-check ça ou je bien... suis pas certain. Attends, Si je dis attends, pas de bêtises, je je crois fact-check. que I Have a Dream, c'est sur le balcon juste avant de se faire tirer dessus. Si je dis pas de bêtises. Et bah non, c'est bien pendant la marche. Ah, C'est c'est bien une pendant vraie la marche? info, mais on le voit pas dans le film, donc c'est pour ça c'est un Ah peu bah c'est marrant, surprenant. ouais. Parce que c'est vrai qu'on se dit que il me semble pas que dans le film, en tout cas on voit la fin du discours à la fin du film, mais on ne voit Ouais. pas toute la partie sur I Have a Dream, etc. Je pense que l'une des raisons était de mettre la lumière sur Bayard Rustin et donc pas forcément sur Martin Luther King et de pas passer par là. Euh, D'ailleurs, je repense à cette histoire de relations homosexuelles que Bayard Rustin et Martin Luther King auraient pu avoir. ouais. Le film ne se prononce pas. Il garde la porte ouverte et il y a pas mal de scènes assez ambiguës là-dessus, justement. Mm, mm. Et en tout cas, il est montré. Moi, ce qui m'a semblé en tout cas intéressant dans cette accusation qui est portée devant lui, c'est que Martin Luther King, lui, effectivement, ne va pas se sentir le besoin de démentir les choses, mais aussi, je pense qu'il n'a pas le besoin de démentir les choses parce que justement, il comprend bien que euh, la problématique de la lutte. Là, on rentre déjà dans le dur du sujet, mais en fait, c'est un film qui illustre un peu l'intersectionnalité. C'est-à-dire que d'un côté, Ah oui. il y a la lutte contre le racisme, et de l'autre côté, et pour les droits égaux pour les personnes de toute race. Et quand j'utilise le mot race, bien sûr, je l'utilise au sens américain du terme, hein, ça va sans dire. Et de l'autre côté, la lutte pour les droits homosexuels, des homosexuels, pardon. Et alors Bayard Rustin, lui, il va avoir dans ce mouvement-là, donc l'organisation de cette marche, donc il va avoir un rôle de coordinateur. Mais dès le début du film, on va quand même comprendre que c'est lui qui a poussé pour mettre son ami Martin Luther King en avant sur le devant de la scène. Donc il Mm. a un peu donné de lui, de l'aura qu'il avait pour que ce soit Martin Luther King qui incarne cette figure du mouvement, alors que Martin Luther King est une figure très décriée dans le mouvement à l'époque, notamment parce qu'il a participé, il était dans les jeunesses communistes dans son jeune temps. Donc aux États-Unis, autant dire que c'était quand même Mm. presque aussi problématique que d'être homosexuel en tout cas. Et Ah, même, peut-être même plus. Peut-être même plus. peut-être même plus. Parce qu'ils ont fait la C'est chasse aux pire, communistes. exactement. Hein. Donc il y avait cette problématique-là, et lui donc va pousser pour que Martin Luther King soit sur le devant de la scène. Malgré tout, il va se faire renvoyer du mouvement, et il va revenir, et là il va vraiment donc coordonner cette marche, et être un peu le fer de lance et l'ardent défenseur de cette marche, et il veut aussi que... il a plusieurs enjeux dans cette marche, c'est qu'il va lui essayer d'avoir le maximum de temps pour la faire, d'avoir le maximum de budget, d'avoir le maximum de choses, et vraiment se battre avec une radicalité profonde pour que ce soit le grand événement que c'est devenu finalement. Alors qu'autour de lui, il y a des personnes dans le mouvement, alors le mouvement s'appelle le NAACP, j'ai noté ça dans mes petites notes, et eux, ils sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus tempérés, et ils ont l'envie d'une négociation, disons, plus dans le velours que plutôt un coup d'éclat, on va dire ça comme ça. Oui. Et donc, C'est un peu, si on devait comparer en France, là, comment? CFDT, CGT, en voilà. rapport. Ou Voilà. alors le PS et LFI, ou ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, Oui, voilà. ça illustre en tout cas un débat politique entre la radicalité et la négociation. Donc déjà, c'est assez intéressant que ce soit une figure un peu plus radicale qui soit montrée. Et moi aussi, Sachant que oui, quand on dit radical, c'est toute proportion gardée, parce que oui, Bayard Rustin est pour les actions pacifistes. Il est contre la violence, ce genre de choses. Donc c'est radical, mais avec des guillemets. C'est plus il est... radical que. En tout cas, on pourrait dire qu'il est radical dans son pacifisme, d'une certaine manière, puisqu'effectivement, un de Ah ses oui. modèles, il dit que c'est Gandhi. Euh, Gandhi, qui n'en avait pas grand-chose à faire du droit des Noirs, par ailleurs. Parce que de petits problèmes d'écrit quand il travaillait Pas en que des Afrique du noirs Sud. d'ailleurs. Voilà, oui. Gandhi, figure un petit peu recontroversée de nos jours.
Euh, En tout cas, au-delà de ces intérêts contradictoires et de ces manières de faire contradictoires que les différents acteurs et les différentes associations noires de l'époque vont avoir, elles vont réussir à se mettre en commun et à se coordonner pour organiser cette marche sur Washington. Donc là, l'image qu'on a dans le fond, c'est la première image du film, je crois. Et donc on a ce gros plan sur une femme noire qui manifestement se fait agresser par une femme blanche qui lui crie dessus. Moi, ce que je trouve assez étonnant dans cette première image, c'est que si on ne sait pas que c'est un film d'époque, on pourrait avoir l'impression que c'est un petit peu... quelque part, en ce moment, je ne sais pas si tu as vu ça, Nam, mais parfois sur les réseaux, on voit tourner, que ce soit sur TikTok ou Twitter, etc., des femmes blanches en train de crier sur des femmes noires, justement. Des vidéos qui sont prises. T'as Ah jamais vu non, je sais ça? pas. Bah, aux Ah, non, États-Unis, non. ça arrive souvent. C'est en gros des femmes noires promènent dans la rue ou des hommes noirs se promènent dans la rue et tout à coup il y a une personne blanche en tout cas qui se met à péter un câble devant eux, à dire je vais appeler la police, vous m'agressez, etc. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu un parallèle justement qui était fait. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, donc il a utilisé un petit peu ce truc des lunettes de soleil pour voir un peu à travers le regard. Et je trouve que c'est une entrée en matière un petit peu atemporelle, on va dire, par rapport à un film qui reste pour le coup très ancré dans son époque par ailleurs, quoi. D'ailleurs, dans cette scène d'intro, j'y pense là, il y a pas mal d'images aussi qu'on avait déjà pu voir, qui avaient fait le tour du monde, comme par exemple les premières étudiantes noires américaines qui sont allées dans des écoles, enfin les premières écoles mixtes, enfin raciales mixtes, je sais pas exactement comment dire, enfin sans ségrégation en tout cas. Mm, mm. Et c'est des images qu'on a l'habitude de voir en noir et blanc et que là pour le film ils ont retourné en couleur. Ce qui en effet voilà réactualise aussi ce genre d'image. Je pense aussi à cette il y a une image, alors ça c'était un tableau, mais je sais pas s'il y avait eu c'était tiré de photos de cette gamine qui va à l'école entourée de gardes nationaux Ah oui. pour éviter qu'elle se fasse molester par la foule. Ouais, il y a pas mal d'images quand même assez marquantes de cette époque qui sont reprises dans ce film. Voilà. Qui réutilise en fait ce qu'on peut connaître, en fait, ce qui est resté de l'iconographie de cette époque-là, et les images les plus marquantes, effectivement, se retrouvent d'une certaine manière. Donc là, effectivement, nous avons donc Bayard Rustin, qui est joué par Coleman Domingo. Ça, c'est au début du film, effectivement, quand il pousse pour que Martin Luther King soit un peu la figure du mouvement. Et alors déjà, ce qu'on peut dire sur ce que le film représente, c'est que c'est quand même pas mal un film d'intérieur. C'est un film qui quand même se Oui. déroule beaucoup dans des espaces clos, beaucoup dans des lieux de discussion, mis à part la marche à la fin qui va se trouver à l'extérieur. Euh, je pense que c'est assez logique puisqu'effectivement dans l'activité politique, les discussions, les réunions, c'est quelque chose d'important. Et aussi dans la matrice du biopic un peu telle que décrite par Aaron Sorkin. Alors Aaron Sorkin lui fait plutôt des films de couloir pour avoir un peu de mouvement. Là on est quand même plus dans des pièces. Ça se fait souvent en intérieur. Après aussi je suppose quand même que le budget n'est pas extraordinaire et que pour faire une reconstitution un petit peu de l'époque des années 60, bah, c'était un petit peu difficile. Euh, et quand on est en intérieur, c'est quand même beaucoup plus simple de maîtriser les choses. Bah, il y Aussi, a ça. Il y a ça et aussi ouais, le fait que le Bayard Rustin et toutes les autres personnes qu'on voit, c'est des gens des backstage de ce genre d'événement. oui. C'est pas ça fait partie des inconnus que tu vois derrière, genre Martin Luther King ou un autre pendant qu'il fait Mm, son discours, mais c'est pas les gens qui vont être devant le micro. Et aussi, à l'époque, il y avait une certaine clandestinité pour ce genre de réunion malgré tout. Enfin, en tout cas, peut-être pas clandestinité, mais au moins une certaine discrétion, qui explique qu'on se retrouve souvent dans des intérieurs. Aussi, par ailleurs, je crois que le film a dû être tourné à peu près au moment de la période du Covid, et donc je pense aussi qu'il y a une... C'est pour ça que c'est beaucoup également en intérieur. Voilà une des rares scènes d'extérieur au début, où effectivement on va juste avoir un bâtiment d'époque et une femme qui marche devant. Néanmoins, scène très agréable. Alors je sais pas si tu te rappelles de Sanam, c'est au début du film, mais en gros on a une succession de séquences un petit peu cut, avec de la musique de jazz derrière. Et on va Oui, voir différents moments. Bah, c'est le début de l'organisation des différentes manifestations. Et donc, on va voir par des cuts un petit peu des moments de vie, quoi. Et en tout cas, moi, cette bande-son, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que la bande-son, bon, déjà, retranscrit extrêmement bien l'époque, puisque ça a vraiment la vibe de l'époque. Ensuite, dans l'ancrage culturel afro-américain, mettre du jazz semble quand même relativement pertinent. Et aussi, j'ai trouvé la partition vraiment très. Euh,
un peu à l'image du protagoniste, c'est-à-dire très énergisante, quoi. C'est très enjoué, Mm. il y a beaucoup d'énergie et on sent, ça va bien avec ces moments où lui, en fait, il essaie de bouger cette espèce de gros paquebot qui est devenu cet assemblage de mouvements antiségrégationnistes. Et lui va essayer de mettre toute son énergie là-dedans, et l'énergie va un petit peu être retranscrite à travers la bande son. Oui, oui, parce qu'en plus, comme tu disais, là, on est pas mal sur des plans fixes d'intérieur, donc c'est vrai que la bande son participe beaucoup à donner du peps à tout ça. Ça et son personnage principal, hein, dont d'ailleurs là, Oui, le film passe beaucoup de temps à nous montrer que comment, il a une énergie comment, bah, qui communique, qu'il arrive très bien à communiquer aux autres et à embarquer les gens avec lui. mm, mm. Euh, Sachant que, pareil pour le coup, ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il est coordinateur, il se revendique coordinateur, il a envie de faire des trucs et tout. Mais en même temps, on voit bien aussi que c'est pas comment, il va laisser son équipe se charger de choses, il va les laisser aussi s'organiser, s'auto-déléguer, s'auto-gérer. Euh, mais oui, enfin, c'est plutôt vraiment c'est le moteur qui permet au tout d'avancer. Et c'est vrai que la musique fait un peu ce côté-là aussi, où quand tu vas voir des petits moments où ça va repartir, où entre des séquences, on va remettre un petit coup de peps, histoire de nous relancer pour la suite. Effectivement, donc pour moi, la bande son était vraiment un point fort. Ça, c'est donc une autre scène du film qui, pour moi, est assez marquante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nam, mais c'est une scène dans laquelle l'un des militants blancs, salut Elios, l'un des militants blancs va se faire un peu prendre à partie par des militants noirs qui lui disent, mais toi, tu sais pas ce que c'est de te faire cogner par la police. Et Bayard Rustin va s'interposer et dire, par contre, s'il te plaît, tape du côté gauche parce que la droite, la police s'en est déjà occupée en fait. Et là, on voit effectivement sa dent qui est partie et pendant tout le film, il va avoir cette dégaine avec ce sourire très particulier avec une dent manquante sur le côté. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, Bayard Rustin est quand même un personnage très euh, ça serait un peu cliché de dire pour un personnage homosexuel flamboyant, mais en tout cas, qui a une certaine gouaille, un certain bagou et, beaucoup d'humour en fait sur les situations qu'il traverse. Et donc c'est un personnage qu'on a euh, parce que dans les profils de militants habituels, on peut voir des militants très radicaux qui aussi sont dans presque une forme d'austérité, quoi, un côté un petit peu moine soldat du parti, alors que lui est quand même quelqu'un qui, par ailleurs, a une vie privée très avec des histoires d'amour, avec ce genre de choses, et quelqu'un de très vivant en fait. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est on sent une vraie pulsion de vie chez lui en tout cas. Oui. D'ailleurs, vite fait, je vais revenir là sur le personnage, comment, l'allié blanc Ouais. qu'on voit enfin, qui participe avec eux. Ah, le son est vachement mieux, on nous dit. Oui, bah Parfait. j'ai mieux branché mon micro, je pense tout simplement. Comment, du coup, ce militant blanc qui participe avec eux pour essayer de monter la marche. Euh, j'ai trouvé bien que dans le film, on est aussi, bah, qui montre aussi, oui, il y avait des alliés, mais euh, mais ce personnage est aussi une aventure, une amourette Voilà. de Bayard Rustin. C'est l'amant de Euh, Bayer Rustin et on se demande aussi à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il le défend en tant qu'il a envie de le défendre au nom de ses principes, mais il le défend hmm, aussi tout simplement parce que c'est son amant, quoi. Aussi bête oui, que c'est ça. ça. Mais ce qui donne aussi une ambiguïté au personnage. Bon, sachant qu'à la fin du film, on nous dit que c'était que passager et que Ouais. c'est pas Alors avec ça, lui qu'il a fini ses je jours. reviendrai dessus parce que il me semble que c'est un point aussi assez important du film de ce point de vue-là. Oui, Donc effectivement, donc voilà, Bayer Rustin avec son amant qui s'appelle Tom, qui lui n'est pas très caractérisé, mais en tout cas, on sait que c'est un allié, quoi. oui. Puis c'est une des têtes reconnaissables aussi tout au long du film, du mouvement qui se crée. Mm, mm. Donc là, on a une fameuse réunion du NAACP avec à mon avis, un très joli fond vert à l'arrière. C'est bien possible, oui. Peut-être un petit peu discutable selon moi, mais bon, on fait ce qu'on peut. Avec Chris Rock, donc du coup, qui joue Roy Wilkins, une figure qui va être un petit peu le pendant plus conservateur de Bayard Rustin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, en fait, ça montre qu'au sein de cette coalition d'associations, il y a des personnages vraiment de tous horizons. Et Roy Wilkins, moi je le connaissais pas du tout, mais c'était un personnage très important à l'époque, et c'était un ancien militaire de carrière en fait. Donc plutôt quelqu'un D'accord. qui a des convictions un peu chevillées au corps, quelqu'un qui est
que plutôt, à mon avis, plus proche des idées d'un parti républicain que d'un parti démocrate, quoi. On va dire ça comme ça, Oui, oui, d'une mais même de certaine toute manière. façon, on sentait bien que même dans son discours, il était plus, on fait pas de coup d'éclat, on va travailler avec les gouverneurs, avec les Voilà, c'est ça. sénateurs. Quelqu'un qui est d'ailleurs en fait beaucoup plus embourgeoisé que les autres personnages, on pourrait dire ça aussi de cette manière-là. Oui. Voilà, donc ça c'était pour cette petite parenthèse-là. Euh, Ça, un autre personnage important, qui est un autre militant de la cause noire et que Bayard Rustin va draguer, parce qu'il lui plaît bien. Et ce personnage-là, lui, on apprend que il est quand même appelé à devenir pasteur. Donc, c'est-à-dire que les relations homosexuelles, c'est quand même pas censé être son truc. Mm. Et lui ne veut pas du tout assumer ce côté-là. Et alors ça, c'est pour moi un point que je tempérerai plus tard, mais pour l'instant qui me semble très intéressant dans le film, c'est qu'au sein de la communauté afro-américaine, qui est quand même très chrétienne au sens large, euh, la question de l'homosexualité n'est pas acceptée par tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que même dans son propre camp, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il n'est pas accepté en tant qu'homosexuel. Et le film montre très bien les, les, les enjeux intersectionnels finalement que lui a et que les autres ne vont pas avoir. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse, un moment féministe aussi dans le film, Oui, où justement, avec ces histoires d'intersectionnalité, où il y a un personnage très important aussi, je sais plus comment il s'appelle, une médecin, je vais rechercher son euh, nom, mais effectivement. qui... Comment? Je vais rechercher son nom. L'avantage, c'est qu'on Oui. peut. Et j'ai mis même sa photo après parce que j'adore l'actrice par ailleurs. C'est Anna Arnold Edgeman, je crois. D'accord. Tu parlais bien de la femme un peu plus âgée, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Qui est un moment où bah, ils sont en train de se décider qui va parler, qui va participer au discours et tout. Et à un moment, elle dit, bah, c'est quand même, ça aurait été quand même bien de mettre une femme. Mhm. Ce à quoi les autres répondent, bah, on s'était mis d'accord que seuls les chefs de mouvement peuvent parler, ce qui du coup souligne qu'il n'y a pas de chef de mouvement Mhm. femme dans les mouvements civiques américains. Mais bon, après ça va pas plus loin, mais c'est vrai qu'il le cite quand même. Voilà, donc, il y Ouais. avait quand même pas mal de choses à travailler. C'est ça qui est Euh, intéressant, c'est qu'en fait, ça montre que l'une des intentions du projet, c'est de montrer en creux les autres luttes à l'intérieur du mouvement des droits civiques et montrer en quoi euh, ces figures-là sont pertinentes pour les combats d'aujourd'hui finalement. Alors que hmm. d'autres combats semblent peut-être un peu gagnés, en tout cas plus avancés qu'à l'époque. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même des figures assez méconnues. Oui, Parce que. pour des Européens. Oui, voilà. Alors après, je sais pas du tout aux États-Unis si ce sont des figures très connues ou pas. J'avoue que j'ai pas l'info, mais c'est vrai Je sais que pas. en tant qu'Européens, nous on connaît Martin Luther King, Malcolm X, et puis hop, c'est à peu près tout quoi, hein, concrètement. Bah, Euh, oui, de cette époque-là. Rosa Parks aussi, mais oui, à part Rosa ça, c'est Parks, tout. bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Rosa Parks, je sais pas si tu as une image aussi, mais dans le Oui, film, j'ai totalement une euh, image. il y a- Elle est bon, bah, là. on en reparlera à ce moment-là. Ah bah non, mais je te l'ai mise, hein. Vas-y. Oui, bah, c'est ça. Dans le film, on apprend que Bayard Rustin a aussi fait une action à la Rosa Parks, on peut Ouais, dire, s'asseyant à l'avant d'un bus et en refusant de se lever. Sauf que, contrairement à Rosa Parks, lui, il s'est fait passer à tabac par les flics. voilà. Il s'est fait casser la gueule. D'ailleurs, Voilà, c'est là mais qu'il perd sa dent, je crois, puisque là on voit sur le plan qu'il a encore sa dent. c'est ça. Euh, Mais que du coup, c'est quand même quelque chose qui a été communiqué à l'époque, qui est passé apparemment, qui est au moins apparu dans un journal. À un moment, on voit un extrait de journal. Mais voilà, c'était quand même un. Il a aussi fait du militantisme actif. Il a pas fait que du coulisses tout le temps. Exactement. Et là, d'ailleurs, donc on voit dans la matérialité du flashback un plan débulé, du noir et blanc. Bon, c'est relativement classique pour montrer le flashback, mais euh, je Bah, toujours reviendrai aussi efficace, hein. là-dessus. Sinon, dans la critique politique, nous avons effectivement la figure de John Fitzgerald Kennedy qui apparaît quand même en arrière-plan parce qu'au final, c'est lui qui décide parce que c'est le président. Et avec une phrase très drôle où il dit il nous faudrait un président qui ait du courage, qui soit intelligent et je sais plus ce qu'il dit à la fin, mais qui soit pas un idiot. Bon, il coche 2 sur 3 cases. Et donc, en gros, faut un petit peu quand même. C'est pour montrer que sans cette marche-là et sans le travail de militantisme actif, le président aurait sans doute pas légiféré avec le même courage et la même intensité. Et c'est aussi pour ceux qui diraient finalement la lutte pour les droits civiques, c'est grâce à John Fitzgerald Kennedy. Bon, en partie, quoi. Mais c'est pas lui Oui, et qui a fait puis tout le travail. ça permet aussi de
recontextualiser ceux contre qui ils se battent en fait. Exactement. Parce que il y a le gouvernement, il y a le Sénat, il y a aussi le FBI avec Hoover, euh, qui est à un moment cité dans le film. Pareil, alors, parce que tu vois, genre, bon, Bayard Rustin, j'ai jamais entendu parler, mais pour le coup, enfin, voilà. Mais par contre, genre, Kennedy, ça va, les gens situent à peu près. Par contre, Hoover, pour des gens non américains, il faut le connaître. Hein, même s'il est beaucoup cité. Bon, si t'as pas entendu parler d'Hoover, je recommande le très bon biopic de Clint Eastwood sur Hoover qui s'appelle J. Edgar avec Leonardo DiCaprio. On voit un peu quel est son travail et comment lui aussi est homosexuel et comment ça impacte sa carrière, mais comment il est pas woke pour autant, quoi. C'est-à-dire. Ah oui, non, c'est l'inverse du woke, J. Edgar Hoover, ouais. Et d'ailleurs, tu sais, ces dernières années, dans l'extrême droite américaine, ils n'arrêtent pas de parler de l'État profond, le Deep State. Ça, Hoover, c'est ce qu'il avait, hein, donc bon. Ah bah, exactement. Donc là, la première scène, donc encore une scène d'extérieur près du Lincoln Memorial, avec Bayard Rustin qui vient négocier avec les policiers. Alors cette fois-ci, les négociations ne se passent pas behind closed doors, ça se passe à l'extérieur sur le lieu même du champ de bataille d'une certaine manière. On a un peu l'impression que c'est des militaires qui viennent se voir. Je ne sais pas si dans la réalité ça s'est pas fait plutôt dans des bureaux que devant, mais ça nous fait un joli plan devant l'endroit où ça s'est passé. Voilà. Bah oui, c'est ce moment-là où les policiers vont sous-entendre que quelqu'un de haut placé leur a dit que la marche c'est mort, sans le dire directement, hein, mais et du coup voilà, à ce moment-là, derrière ça, la question se pose, qui bloque au-dessus? Est-ce que c'est Hoover? Est-ce que c'est Fitzgerald? Et même à un moment, on croit, est-ce que c'est éventuellement quelqu'un de l'intérieur? Est-ce que c'est pas Roy Wilkins qui lui-même essaie de bloquer cette marche à laquelle il a finalement pas tellement donné son assentiment, quoi. Et il y a un gouverneur aussi dont on n'a pas parlé, un gouverneur noir américain, pareil, qui est censé être un allié à la base, et en fait qui est contre la marche, et en même temps qui met des pressions à Roy Wilkins, qui est calculé entre deux chaises, parce que ils ont besoin de ce gouverneur, et en même temps, il bloque sur pas mal de trucs. C'est compliqué tout ça. Oui, en tout cas, c'est assez intéressant de voir vraiment tous les croisements de toutes les différentes structures qui vont essayer de les empêcher de faire leur marche. Et, euh, et en fait, alors après, bon, ça c'est un peu l'avantage du biopic à l'américaine, mais c'est qu'on a l'impression que c'est l'énergie seule de Bayard Rustin qui permet de faire émerger cette marche quand on regarde le film. Et, Oui, il y a un peu de ça, oui. et d'un côté, moi je trouve que c'est le point fort des biopics à l'américaine, c'est-à-dire de nous mettre une espèce de figure de héros, quoi, d'une certaine manière, même quasiment de saint pour Bayard Rustin. Euh, c'est vrai que c'est des personnes à qui tu as envie d'identifier, c'est des personnes qui te donnent envie de te dépasser. Donc ça a cette vibe libérale très agréable. Et en même temps, dire que c'est uniquement grâce à lui que cette marche a eu lieu, bah, c'est un peu oublier tous les gens qui ont pris une journée de congé pour venir à cette marche, qui venaient d'États parfois très lointains, qui étaient sans doute dans des situations financières beaucoup plus précaires, et alors que c'est en réalité le collectif quoi, qui a fait les choses. Donc, Ah oui, mais ça, le film montre beaucoup aussi, oui. hein, Ah, le rôle du oui et collectif non. dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a un rôle collectif où tu vois vraiment que tout le monde travaille, mais quand même, on reste centré pour moi sur des individualités, ne serait-ce que dans la mise en scène, où on a souvent des gros plans, effectivement, sur les personnages qui s'expriment, les personnages qui avancent, et on n'a pas justement plutôt on pourrait imaginer des plans de groupe, des plans de foule, des plans où on voit d'autres personnages à l'écran que les acteurs principaux, quoi, d'une certaine manière. Donc moi, j'ai quand même une petite réserve là-dessus. Euh, oui. C'est-à-dire que Oui, pour je moi, comprends. la forme n'est pas forcément à l'avenant. C'est-à-dire que la forme, pour moi, est une forme plus de biopic à l'américaine classique, donc plus libérale, traditionnelle, alors que cette puissance collective qui est à l'œuvre, ben, ça correspond pas forcément au sujet. En tout cas, bon, j'ai une petite déception là-dessus. On n'est pas dans le cuirassé Potemkin, dit autrement. Dit autrement. Euh, également, on va voir un Dit petit de manière peu... communiste aussi. c'est ça. On va voir également plusieurs noms se succéder, c'est-à-dire que des fois le film prend des tours un peu plus documentaires. Notamment, ça c'est un concert qui a été fait pour financer la marche, donc on voit quelques noms passer. Et on voit aussi Malia Jackson qui chante à la fin, on voit son nom qui est affiché. C'est un peu aussi l'occasion de rendre un tribut à toutes les personnalités du monde artistique qui ont participé à cet événement-là. Et ça rend le film un peu plus
Je dirais pas qu'on est dans un docu-fiction, mais je pense que le film fait quand même œuvre de vouloir documenter ce moment-là et le rendre accessible à un public de néophytes. Ce qui, pour moi, arrive très bien à faire, en tout cas. Oh oui, pour le coup, on n'est pas perdu, ça recontextualise bien. Bon, à part cette histoire de Hoover, mais bon, c'est pas non plus Ouais. si important que ça pour Non, puis après, comprendre le film. pour moi, le plaisir de ce genre de film, c'est tu vas entendre un nom et tu vas te dire, tiens, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, et tu vas aller voir, entre guillemets, la vraie histoire. Ah là là, salut Kangoo, Kangoo qui me fait des compliments, merci. Euh, et voilà, tu me fais perdre mes moyens, Kangoo. Je suis obligé de rattraper le film maintenant. Et donc, je disais que tu vas aller faire tes petites recherches toi-même pour voir finalement quel est. Si tous les événements sont vrais. Par exemple, moi je suis allé voir si cette histoire de bus, si c'était vraiment fait tabasser dans un bus, et effectivement c'est le cas. Ouais, c'est ton super pouvoir de me mettre mal à l'aise, bravo à toi. C'est très Euh, spécifique comme super pouvoir. une autre scène que j'ai trouvé vraiment marquante dans le film, c'est que donc pour organiser cette marche, ils vont demander à tous les policiers noirs de l'État de New York de venir se joindre au cortège et non armés. Alors qu'à l'époque, les policiers sont censés, dans l'exercice de leur fonction, toujours être armés. Donc Ah leur non, c'est demander même pas d'en que faire. dans l'exercice de leur C'est- fonction, ils disent, ils sont Redis-moi. censés avoir leur arme 24 heures sur eux. Ah voilà, c'est ça. Exactement. Merci pour la précision. Et donc du coup, ils ne perdent pas de vue que quand même ça reste des policiers. Et donc ces policiers-là, il faut les former à ne pas déborder quoi, d'une certaine manière. Et donc ils vont organiser une espèce de formation jeu de rôle où donc le militant noir là qui est sur le côté avec le t-shirt noir va gueuler sur les policiers, essayer de les pousser à bout. Et les policiers à charge à eux de rester stoïques face à cet individu qui les interpelle. Parce qu'effectivement, des policiers noirs dans une manifestation de militants radicaux peuvent ne pas être les bienvenus. Et donc ils leur apprennent à faire, à bien se comporter, en tout cas avoir un comportement qui corresponde aux attentes de la marche par Ah oui, rapport à oui. ça. Mais, bah même un des arguments qu'il va dire, c'est comment, t'as beau avoir un uniforme, t'es un flic avant tout. J'ai vu des amis se faire tabasser par des gens comme toi et tout. Et, euh, et tu sens que bah, le policier à qui il dit ça, alors c'est celui qui est au milieu, là, qui a qui a les yeux très concentrés, qui a vraiment une tête de je vais le défoncer. C'est ça. Et d'ailleurs, Mais on voit que ça le démange un peu. Il se dit, oui, oui, mais bon, je dois rester serein et rester en place. En tout cas, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, en termes d'organisation, c'était une scène. C'est pas une scène que j'ai vue dans un autre film, ça. Clairement. oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit reproche au film, c'est que parfois, il y a des scènes qui sont un petit peu des passages obligés du biopic, j'ai l'impression, et même du film politique à l'américaine. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le moment où il faut appeler tout le monde, alors on voit les téléphones être décrochés, et alors on a des petits plans cut où on voit les moments de téléphone, des trucs comme ça. Il y a des trucs que j'ai l'impression d'avoir vu 10 fois dans les films, dans des films de campagne ou dans des choses comme ça. Et il y a des scènes comme ça qui, pour moi, surnagent un peu et sont un petit peu au-dessus. Donc la scène de la cuisine tout à l'heure, cette scène-là, que je trouve en tout cas beaucoup plus intéressante que les autres. Mm. La personnalité dont on parlait tout à l'heure et dont je vais redire le nom, Anna Arnold Oui. Edgeman, qui est jouée par une actrice que j'adore de toute mon âme, c'est CCH Ponder, qui était l'actrice de Bagdad Café. Et voilà, je l'aime, tout simplement. Je n'ai rien à dire, j'étais heureux de la voir. Et qui apparemment, voilà, à cette époque, était aussi une activiste assez importante, mais qu'on connaît Voilà, pas. exactement, qui était en tout cas dans la team avec les plus importants de l'époque. Nous arrivons à la fin du film et où va avoir lieu la marche a lieu, les gens arrivent. Au début, on se dit mais vont-ils arriver? Effectivement, ils arrivent. La marche avance. Martin Luther King se présente devant la foule. Ça, c'est donc le plan de foule général où il salue histoire de montrer quand même qu'il y avait bien du monde. Euh, Oui. Plus de 250 000 personnes, je crois. Exactement. Euh, avec des cuts, avec des images d'archives, on voit réellement les Mm. gens à l'époque. Et également des Non, cuts on qui peut- vont être faits dans la foule avec des plans rapprochés où on voit davantage les personnes qui sont là. Donc voilà, on va avoir une alternance de séquences. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette dernière scène, Nam, où on arrive sur le discours? Bah, j'ai trouvé ça pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé l'utilisation des images d'archives, Ouais, notamment pour tout ce qui est l'arrivée des gens en train ou en bus, ouais, effectivement, on voit les qui bus permettent de se arriver. rendre compte du truc, qui ont été qui sont en plus c'est des plans à la con, hein, mais c'est vrai qu'à refaire dans un film, bah, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc utiliser les images d'archives, en plus qui existent, je trouve que c'était une bonne idée. Après, c'est vrai que l'événement en soi, il te montre bien que c'est important pour Bayard Rustin et les gens qui sont là.
Maintenant, j'ai l'impression que, je sais pas, il manque peut-être un petit truc pour, comment Pour que ce soit le vrai t'expliquer à climax quel du point film, quoi. cette marche est importante en fait, C'est parce qu'en fait, ça. tu comprends, parce qu'ils font quand même le film là-dessus, Oui, oui. que voilà, c'est quand même très important, mais bon, il manquait peut-être un petit truc, sachant qu'en même temps, dans le film, parce que bon, ils ont réussi la marche, mais c'est pas non plus une, comment, on pourrait dire une happy ending à l'américaine pour Bayard Rustin, euh, parce que notamment, lui, voilà, c'est un individu de coulisses et il va décider de rester en coulisses, de pas aller rencontrer le président avec tous les autres chefs de groupe. Euh, donc en même temps, le fait que voilà cette marche se fasse de manière un peu rapide, parce qu'au final, Bayard Rustin n'a plus rien à faire à ce moment-là, et que et que ça reprenne après, quand il a de nouveau des trucs à faire, donc par rapport à l'aspect organisation, une fois que c'est fini. Je trouve ça plutôt intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage de nous avoir vendu cette match pendant tout le film pour au final pas Mhm. trop la voir. Bah, moi, pour moi, il y a un échec de mise en scène, en fait, sur la fin du film. C'est-à-dire que je sais pas si c'est... Pour moi, c'est pas tellement une problématique de budget, parce que je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant à faire, même avec pas énormément de budget. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les images d'archives sont très bien. Il y a quelques plans de foule en effets spéciaux, c'est pas génial comme le précédent, hein, je le remets, mais bon, Hmm. c'est pas incroyable, mais disons que ça fait le job. Même si là, le fond vert est quand même un peu dégueulasse, hein, quand même, pardon, faut quand même le dire. Ouais, Et c'est l'éclairage, ça, c'est toujours ouais, l'éclairage qui trahit. et je, je pense quand même que ça aurait été beaucoup plus intéressant euh, à ce moment-là de changer de point de vue en fait. C'est arrêter d'être sur le podium justement si on veut montrer les gens des coulisses comme tu disais et si on veut vraiment rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à cette marche, ben moi j'aurais aimé être du côté de la marche. Et je trouve que des plans comme ça, dans un plan comme ça, on ne sent pas du tout l'impression de foule. On sent la solennité, on sent l'écoute, mais moi quand j'imagine une foule, c'est pas du tout ça que j'imagine. Et je pense qu'il y avait un dispositif plus malin à trouver. Et même mettre une caméra au milieu de 15 personnes et qu'on soit un peu brinque-ballé au milieu de la foule, qu'on essaie d'avancer, etc. Quoi. Et là, je trouve que c'est un peu dommage parce que le climax pour moi est un peu raté dans le film. Et je pense qu'on le film, de toute façon, de manière générale, pêche un peu par excès de conventionnalisme sur sa mise en scène. Même si la production, tout est bien, c'est-à-dire la photo est belle, le montage est très bien, enfin, il n'y a pas de... La Ah oui, oui. reconstitution est belle, les costumes sont beaux, les maquillages, tout est pas mal. Bon, les effets spéciaux, ça crachote un peu, mais c'est pas très très grave à la rigueur. Mais je trouve qu'en termes de mise en scène, ça reste très académique, quoi. C'est champ contre champ quand on est en intérieur et en extérieur, comme ça, des plans un petit peu groupés. De temps en temps, quelques montages cut, mais à des moments un peu attendus. Et au final, les seules scènes qui s'étirent un petit peu, les seules scènes où ça castagne un petit peu et où il y a de la tension, sont des scènes qui sont au milieu du film. Alors qu'en réalité, ça devrait monter en puissance, quoi. Donc voilà, Mais quand même une après, petite réserve sur la mise en scène. c'est peut-être aussi un, comment, la mise en scène et tout, c'est peut-être aussi le problème, que c'est un biopic. Ouais. Et que malheureusement, des biopics qui osent tenter des choses, qui prennent des libertés, qui font de la mise en scène, il n'y en a pas des masses. Bah, il y en a beaucoup. Euh, Ouais, moi, je pense à Pablo Larraín quand tu me dis ça, hein. C'est-à-dire le film Spencer, le film sur Neruda et le film sur Jackie Kennedy, où il dynamite un peu le biopic. Je pense aussi à, par exemple, La Favorite de Yorgos Lanthimos, où on va avoir hmm. vraiment une esthétique qui sort un petit peu des cadres académiques du biopic à l'américaine. Et là, bah là, on est dans le... Malheureusement, ça ressemble un peu à tous les autres biopics qu'on a vus. Ça ressemble un peu au biopic de Ray Charles, ça ressemble un peu au biopic de Milk. En termes de mise en scène, ça n'a pas une énorme personnalité, on va dire. Ou Ali aussi, pour en citer un autre. Exactement. Bon, Par même ailleurs, si, à tout à l'heure, contrario, tout à l'heure, tu citais ouais, le biopic sur Hoover, J. ouais, Edgar. Bon, c'est du Clint Eastwood. Là aussi, c'est extrêmement académique, oui, oui, c'est hein. académique, oui, oui, je suis d'accord. Euh, En revanche, je recommanderais un biopic qui, pour le coup, est moins académique, c'est Malcolm X de Spike Lee, que là, Oui, je trouve beaucoup plus libre et et en tout cas beaucoup plus en adéquation avec son sujet aussi. C'est toujours ça le problème, c'est-à-dire que quand on a un personnage qui est une espèce de militant radical, bah, la radicalité, moi, je m'attends quand même à la retrouver un petit peu dans les intentions de mise en scène en disant j'ai pas envie de faire les choses comme tout le monde et j'ai un petit peu envie d'exploser le cadre habituel des choses. Donc, petite déception en tout cas sur la fin du film. Après, moi, c'est un film quand même que j'ai apprécié, même si sur le plan esthétique, c'est pas totalement satisfaisant. Je trouve que sur le plan documentaire, ça marche très bien. Et je trouve que
l'idée de remettre en avant aujourd'hui ce personnage-là c'est quand même important, quoi. Je pense que c'est important de voir des films comme ça, de voir des films émerger comme ça, sur ce sujet-là. Et je trouve que le sujet dépasse un peu, transcende un peu le film. Et notamment la performance de l'acteur principal fait que ce personnage a beaucoup de matière, est très attachant. Et donc ça, ce qui fait que j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant le film, je l'ai plutôt apprécié. Même si j'ai des réserves voilà, sur la mise en scène en tout cas. Du coup, j'arrive à la dernière image que j'ai spoilée tout à l'heure, mais que j'aurais cuté pour la vidéo YouTube. Protégez vos yeux. Protégez vos yeux. Ah. Les producteurs exécutifs sont Barack et Michelle Obama, qui effectivement sont lancés dans la production de film. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, faut que je repense totalement comment j'ai regardé le film en fait. Je me suis dit, c'est quoi la douille? Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas dans le film. Et effectivement, j'ai trouvé en y réfléchissant, c'est que je me suis dit que c'était quand même un film qui mettait en avant un personnage homosexuel. Et comme je disais, dans la communauté afro-américaine, ça ne fait pas consensus. Euh, oui, mais nous aussi, moi la stupéfaction m'envahit, c'est la même chose. Ça fait pas forcément consensus l'acceptation de l'homosexualité. Et je trouve que le film, pour le coup, est très très prude quoi, sur l'homosexualité. C'est-à-dire que Oui. vraiment. Alors, déjà, c'est de l'homosexualité. Faut retirer sexualité, hein, parce que là, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure où ils s'enlacent tous les deux, c'est le maximum de nudité qu'on va voir dans le film. Alors, je ne réclame pas des scènes de sexe incroyables dans le film. Toutefois, je pense que si on veut représenter l'homosexualité, il faut voir quand même des personnages s'embrasser et il faut voir des personnages au lit ensemble, il faut voir ce genre de choses. Et là, je pense que Et donc, on n'a même pas vu un cul. je pense que le film est à la fois un peu volontariste dans sa volonté de réhabiliter une personne homosexuelle, mais il est quand même pas très volontariste, quoi. Ça m'ennuie un peu. C'est un peu le reproche que je referais aussi, et d'ailleurs à Harvey Milk sur ce point de Oui. vue-là. C'est-à-dire que parce que si on remet en avant ce personnage, c'est bien parce que c'est un personnage qui représente l'intersectionnalité des luttes et qui est homosexuel. Donc ça doit être davantage mis en avant pour moi dans le film et davantage créer de la friction parce que là c'est annoncé à la radio, il n'a pas envie que ça se sache, ça l'inquiète, ça l'angoisse, mais finalement on voit pas tellement, on voit un peu la non-acceptation des gens vis-à-vis de lui, notamment à travers du personnage de son amant noir qui va devenir pasteur et sa femme qui va l'appeler. D'ailleurs la scène est assez bien, mais c'est toujours par des biais détournés, c'est très peu frontal quoi. C'est très peu Oui, il y a, frontal. il y a un peu un côté, comment? Il est homosexuel, mais bon, c'est sa vie privée. Ouais. Ce qui est vraiment important pour le personnage, c'est pas ces luttes-là. Exactement. Et surtout, moi, alors ça, ce qui m'a énervé, c'est qu'à la fin, on nous met un petit panneau pour nous expliquer que sont-ils devenus. Et on nous explique que Bayer Rustin, c'est bon, finalement, il s'est mis en couple avec quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il est mort assez jeune parce qu'il a eu je sais, une maladie ou un accident, mais en tout cas, il est mort relativement jeune. Et on nous dit, oui, il s'est mis en couple avec un personnage qu'on ne verra jamais. Mais quel Oui. est l'objet de ce panneau-là? Pour moi, l'objet de ce panneau-là, c'est pas de nous dire qu'est-il devenu. Moi, qu'est-il devenu? A-t-il été fier de ses luttes? Est-ce qu'il a été fauché alors qu'il avait encore des luttes? Est-ce qu'il a fait d'autres coups d'éclat? C'est pas, il s'est mis en couple dans une famille normée à l'américaine, quoi. Le fait de le dire, pour moi, révèle quelque chose du message politique du film, qui est quand même un message de normativité, qui, encore une fois, pour moi, ne va pas du tout avec le fond du film. Le fond qui reste, bon, alors pour moi le fond est le plus important et je suis content que ce personnage-là revienne sur le devant de la scène. Néanmoins, je pense que c'est l'occasion ratée de faire vraiment un film beaucoup plus ambitieux en tout cas qu'un gentil docu-fiction avec une belle production value. Voilà, on va dire ça comme ça. Mm. Mais bon, après, sinon, tout le reste du film était très bien, hein. Oui, voilà, oui. En tout cas, c'est un film quand même que je pense, Nam, qu'on recommande, ne serait-ce que pour l'aspect documentaire qui est intéressant. Et ça reste bien fait. Et je trouve que ça donne envie de se plonger dans l'histoire. Et moi, en tout cas, ça m'a donné envie de me renseigner plus sur le mouvement des droits civiques au global et de voir un petit peu d'autres films aussi sur le sujet, même si j'en ai Mm. vu quand même quelques-uns. Euh, alors normalement, on finit par faire des recommandations de films autres, si Ouais, on veut j'en ai voir. une. Vas-y. Alors, c'est sur une autre personne des coulisses qui a organisé un festival.
Et pour le coup, qui est plus intéressant aussi pour montrer le travail des coulisses et on voit pas trop le festival, genre pas du tout. Hmm. Euh, Ah, j'étais sûr que c'était ça et ça me fait bien plaisir, Nam. Ben voilà, qui est très sympa. Hotel Alors, Woodstock de il vaut Ang mieux Lee. avoir vu les quelque part là. Bref, il vaut mieux avoir vu le film Woodstock Ouais, le documentaire, ouais. et le connaître pas mal parce que Hotel Woodstock va reprendre des séquences entières du documentaire qu'on a pu voir dans le documentaire et les retourner, mais d'un point de vue extérieur. Donc voilà, il y a un aspect comment. Et Hotel Woodstock aussi, c'est aussi un film sur pareil l'ambiance de cette époque. Voilà tout ce qui se passe en coulisses et tout. Et voilà, si vous voulez voir le concert, il y a le documentaire. Si vous voulez voir les coulisses, il y a Hotel Woodstock. Qui est vraiment un très très bon film. Pour moi, un des meilleurs de Ang Lee, vraiment sous-coté. Je suis très content que tu l'aies recommandé, Nam. Ça me fait très plaisir. Voilà. Euh, et alors moi, ma recommandation, en fait, je l'ai déjà faite. J'ai recommandé Malcolm X de Spike Lee, qui pour moi est une version aboutie esthétiquement d'un biopic sur un militant de la cause des droits civiques, quoi. Et sinon, éventuellement, en contrepoint, si peut-être vous êtes plus débutant dans le mouvement des droits civiques et que vous voulez un petit peu plus voir Martin Luther King, je vous conseillerais Selma de Ava DuVernay, qui est un biopic assez conventionnel aussi, mais qui est peut-être une porte d'entrée un petit peu plus généraliste, en tout cas pour ce sujet-là. Ah, Nam regarde s'il l'a. Alors il faut savoir que sa collection est dans 8 pièces différentes, donc on a une chance sur 8 que ce soit dans cette pièce-là. Tellement non, c'est Woodstock, je sais pas où je l'ai mis. Dans le château de Nam, hein, je vous rappelle, que Nam vit dans un château avec 8 pièces. Donc. Voilà, Woodstock. Ah voilà, Woodstock, donc ça c'est le... arrête-moi si je dis des bêtises parce que je l'ai pas vu, mais c'est un documentaire qui documente un peu le grand concert de Woodstock, c'est ça? Alors c'est ça. Alors Et c'est on un voit des numéros documentaire musicaux ou en pas? plus qui est assez particulier dans sa Mhm. méthode de production. Parce qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait à la fois une équipe pro qui filmait les concerts, qui filmait les coulisses, etc. Et ils ont également donné des caméras à des gens du public, au hasard, pour qu'ils filment l'ambiance, pour qu'ils te filment un petit peu ce qui Ah, se passe ok, c'est stylé. voilà, Mhm. dans le festival. Et incroyable, incroyable mais vrai, toutes les caméras leur ont été rendues à la fin. Oui, surtout à Woodstock où c'est... Alors, pour avoir vu Hotel Woodstock, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des petits problèmes de dangerosité du lieu et le lieu était quand même... c'est quand même le bordel quoi au final, hein. Ah oui, non, le lieu Ouais. était infernal, il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement en eau, ce genre de choses. À Les côté câbles de ça, électriques qui traînaient voilà. dans les flaques d'eau, ce genre de truc. Oui, oui, oui. Après, à part ça, voilà, c'est connu comme étant Three Days of Peace and Music, parce que pour le coup, apparemment, ça a vraiment été l'apogée du mouvement Peace and Love. Ouais. Donc de la drogue à gogo, des gens plus ou moins habillés partout qui des fois se roulent dans les hautes herbes, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et je crois qu'il y a même eu des naissances à Woodstock pour te dire le délire. Ah oui, oui, bah. En tout cas, non, mais un sacré événement, effectivement, à mettre en parallèle sur l'organisation, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, bonne Mm. reco. Bon, bah voilà, est-ce qu'on avait autre chose à dire? En tout cas, Elios dit j'ai tout noté pour les recommandations. Moi, j'ai noté Woodstock à voir également. Euh, on vous remercie d'avoir été là. On peut peut-être dire le prochain film, du coup? On l'avait un peu spoilé la Oui, dernière fois parce que j'avais inversé les dates, forcément. Ce sera je cherche. Bottoms sur Ah, Prime non. Video, une Ah non? comédie américaine, qui est sortie déjà lundi. Et bah, on va essayer de rattraper ça vite fait et de vous faire un petit segment. Et comme d'habitude, Non, non. on, Freelance? on- on remet le live sur YouTube. Tu disais, Nam? Le Freelance, ça sort le 28. Ah, Freelance. Oui, mais alors Bottom, c'est sorti le 20. On est en retard. Ah, Bottom sorti le 20, Eh oui. oui, je suis au regret de te le dire. Ah, bah il faut qu'on voit ça C'est vite. ça. Oui, c'est ça. On est déjà en retard. Oh là là. Actu streaming, mais avec laissez-nous 3 jours de décalage qu'on ait le temps de voir, quoi. Et Oui, de vous bah faire c'est le streaming, les gens ils regardent quand ils ont le temps, C'est hein. ça, Enfin, c'est ça, c'est ça. On peut regarder après. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était très sympa. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner si vous voulez voir les nouvelles vidéos sortir, etc., etc. Et n'hésitez pas à faire des remarques parce que ce n'est que le deuxième épisode. Donc moi, je lis les commentaires et on essaie d'ajuster. Déjà, on a ajusté le son cette fois-ci. C'était bien. il y a déjà du Voilà, mieux en 2 déjà, émissions. Incroyable. incroyable. Bon, bientôt, qui sait, un layout à un moment, on ne sait pas. Tout peut arriver. Stay tuned.